Bonjour à tous. Non, je vais regarder l'écran. Je suis cerné, hein, oui. Écoute-moi pas s'il y a moyen que je n'y passe pas tout mon après-midi. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, puisque nous allons parler d'art. Oh mais, je n'ai pas besoin de mon masque. Quel mascarade! Mascarade. Bien. Voici donc une petite capsule vidéo pour aborder la littérature réaliste au XIXe siècle. Or, pour parler de la littérature au XIXe siècle, rien de tel, me semble-t-il, que de se pencher sur la peinture. Et donc, nous avions déjà un peu parlé de cette problématique du réel en peinture. Cette partie 1 que vous voyez ici sera donc un peu plus rapide. Tout d'abord, une observation qui nous avait permis, à travers deux tableaux, un tableau de Gustave Courbet intitulé L'atelier du peintre et un autre du même auteur, L'enterrement. Ces deux tableaux nous avaient permis de délimiter un certain nombre de critères probables du réalisme, tels que la laideur. Certains personnages sont de véritables horreurs de la nature, mais c'est la vie, le réel est comme cela, c'est un souci d'objectivité qui se cache derrière finalement ce caractère. Alors, on parlait d'ailleurs déjà à l'époque de Courbet de monstrueuses trognes et on s'offusquait du fait que l'artiste peigne comme cela des personnages aussi laids. Des personnages aussi laids qui sont tirés du quotidien. C'est une vision sociale qu'on a là devant nous, avec certes une dimension politique, mais surtout c'est cette banalité du quotidien qui est exprimée ici avec un quotidien qui n'a rien d'exceptionnel, qui n'a rien de formidable. C'est juste de l'insignifiant que Courbet met ici en scène sur des toiles immenses, 3 mètres de hauteur, sur plus de 6 mètres de large, de longueur, imaginez, ça prend tout un pan de mur pour l'exposer. Mais on retrouve également des sujets tels que la politique, on retrouve une certaine observation de la nature derrière le tableau, on retrouve aussi, et vous l'aviez repéré, une palette très sombre et une sobriété dans les expressions, pas de mise en scène ici. Or, on le sait, l'auteur va faire scandale à de multiples reprises et il va être refusé dans les salons officiels, tel point que l'empereur lui-même, Napoléon III, va décider d'ouvrir ce qu'on va appeler le Salon des Refusés, qui s'ouvre à Paris le 15 mai 1863, et en marge du salon officiel, qui présente toutes les œuvres qui ont été refusées. Alors il y en a plus de 1000, et évidemment on s'intéresse à ces œuvres parce qu'elles ont créé justement la polémique, elles ont été refusées. Alors on l'imagine évidemment avec Courbet ici, l'art du lait était poussé à sa dimension la plus forte. Regardez par exemple l'Ivrogne d'Ornans en 1872, où on est presque dans une caricature, mais non, vous reconnaissez peut-être votre oncle que vous êtes bien gêné d'inviter le soir de Noël. Ou voilà, Champfleury en 1854, déjà, c'est pas le portrait le plus valorisant qu'on puisse imaginer. Toutes ces observations nous avaient permis finalement de nous positionner et de comprendre que l'art peut être témoin, peut servir de témoin.
tel par exemple ce tableau de Pierre Bruegel le Jeune, le dénombrement de Bethléem. Et vous voyez ici la Vierge et Saint Joseph qui viennent donc à Bethléem pour se faire enregistrer pour le recensement imposé par Auguste. Or ici, il transpose la scène dans une Flandre du tout début du XVIIe siècle, typique. Et effectivement, l'art sert de témoin puisqu'on retrouve, par exemple, ces façades à pignons dentelés typiques de la Flandre, comme des costumes traditionnels, des jeux traditionnels et un pouvoir, je vais dire, en place à l'époque, puisqu'on retrouve ici les Habsbourg et la politique des Habsbourg sur cette façade qui vient moins faire le recensement finalement que percevoir une taxe à l'époque. Alors, bien sûr, mais ça c'était avant, voici un autre exemple, et on l'a amplement développé, de Napoléon qui franchit les Alpes, et on peut s'interroger sur la valeur, finalement, sur la fiabilité d'un tableau comme ça, qui est donné comme représentant le réel. Rien de réel ici, on est dans une mise en scène du début à la fin. On le sait, si le travail de David a une part de réalisme, il s'est renseigné sur les habits, sur la cape de Napoléon, il a fait un croquis de l'empereur, le cheval particulièrement réaliste aussi. Un simple coup d'œil va nous permettre de nous apercevoir que le peintre est impressionné par l'empereur et il transcrit cela dans sa peinture, qui n'est pas fiable, c'est une mise en scène, c'est de la propagande qui est ici. Or donc, voilà comment l'empereur, souvenez-vous, a en réalité passé les Alpes. Or, il existe plusieurs versions de l'œuvre de David, juste pour l'information, voilà, variant le cheval, la couleur du cheval ou la couleur de la cape, par exemple. Certains auteurs, tels que Émile Betzeler ici, présentent une vision plus critique de la société, et souvenons-nous que l'art sert à cela, à dénoncer davantage peut-être qu'à témoigner dans ce cas-ci d'une réalité. Souvenez-vous aussi de ce tableau de Nevinson, Path of Glory, qui présente véritablement deux Tommies, deux soldats anglais empêtrés dans les barbelés. Et ce tableau censuré avait procuré à son auteur non seulement le succès, mais aussi un scandale, l'un appelant l'autre. Alors, on le sait, Nevinson était davantage tourné vers d'autres formes de peinture. Le voici, quel bel homme. Il peignait plutôt de ce style-là, voire même celui-ci, très proche du futurisme. Et donc ce tableau presque réaliste, pour le coup, Path of Glory, est exceptionnel à plus d'un titre dans l'œuvre de Charles Nevinson. Voici donc la fin de la partie 1 pour vous. La partie 2 s'intéressera aux aspects du réalisme. À bientôt.